Et à la volée, on est très heureux de recevoir Alexandre Pénas. Bonjour. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin, cofondateur et rédacteur en chef de Kairos. Est-ce que vous pouvez rappeler, représenter Kairos pour tous nos auditeurs ? Kairos est un média qui existe depuis 2012, qui est d'abord un média papier, qui est vite devenu présent sur la scène médiatique, le web, en Belgique et en France. Et on a surtout eu un scoop, un coup de pub quand j'ai posé ma question à Sophie Wilmès le 15 avril 2020 en pleine conférence de presse par rapport au conflit d'intérêts. Donc c'est à ce moment-là que, involontairement, on était très, très connu dans le paysage médiatique et très embêté par la suite. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est et le scoop et d'un côté, de l'autre côté, le début de vos difficultés. Le début de nos gros ennuis, où ils ont enlevé nos aides publiques, nos aides à la presse, au fait, puisqu'on avait des aides à la presse publique, où ils m'ont enlevé ma carte de presse et où ils nous ont attaqué de toutes parts, surtout la caste, comme je l'appelle, la caste médiatico-politique. Oui. D'accord. Et donc là, vous avez décidé de partir en Russie. On va peut-être passer un extrait de la bande-annonce de votre reportage avec Pénas et vous allez nous expliquer pourquoi et ce que vous avez vu. C'est tout simplement une école de Donetsk, dans le Donbass, qui, il y a 3 jours, a été bombardée par un drone. On n'est pas à Gaza ici, mais ils tuent des enfants et ils attaquent des habitants constamment. Disons ce que nous voyons dans les médias occidentaux, c'est parce que ce n'est pas notre réalité. On veut juste, d'autres, laisser des gens du monde entier voir ce qu'est la réalité. Oui, et il y a des points de vue différents. Oui, ce n'est pas simple, nous cherchons simplement un soutien, une compassion, une empathie sincère, et nous ne souhaitons aucunement être jugés ou blâmés. Voilà, donc on entend ici ces Ukrainiennes donc, qui disent c'est pas vrai ce qu'on entend dans les... Donetsk. Voilà, vous allez nous raconter. Mais elle dit c'est pas vrai ce qu'on entend dans les médias occidentaux et ça fait du mal parce que c'est pas du tout notre réalité et ces images d'une école bombardée. Alors bombardée, là je sais pas si on a entendu dans l'extrait, mais bombardée par les Ukrainiens. Oui, c'est très compliqué parfois de comprendre ici ce qui se passe. En fait, depuis 2014, et là on était dans une école de Donetsk. Et avant, on avait vu cette banque qui avait été aussi bombardée avec des gens à l'intérieur. C'était un vrai carnage sur une grande avenue à Donetsk. Les gens ne comprennent pas que, en fait, beaucoup de personnes ne comprennent pas que depuis 2014, en fait, le Donbass est bombardé par ce que j'appelle, c'était pas Zelensky à l'époque, mais l'armée de Zelensky, en tout cas le pouvoir central de Kiev. Et donc, je parle de Gaza parce que on peut comparer le Donbass à une forme d'entité bombardée par son gouvernement, en fait. Oui. Et c'est ça qui explique. Ces jeunes filles étaient très émouvantes parce que, en fait, la première question qu'elles ont posée, on avait une conférence de presse juste avant, c'était, elle était vraiment liée à leur image. Elles voulaient que le monde entier ait une image positive du Donbass, et elles étaient outrées de voir le contraste entre ce qu'elles vivaient et ce qu'elles entendaient dans les médias occidentaux. Et donc c'est toute l'histoire des mensonges, en fait, des mensonges de la propagande permanente, et il n'y a pas plus intéressant qu'aller voir sur place pour justement entendre ce que disent et ce que vivent. Je pense que déjà partir, c'est accepter d'aller au-delà de la propagande, parce que je pense que la caste médiatique politique, comme je l'appelle, tue la curiosité. Elle veut réduire le plus grand pays du monde à une entité géographique qui serait remplie de barbares qui veulent nous envahir. Et donc à partir de là, je pense qu'on fera un micro-trottoir dans la rue, on demanderait c'est quoi pour vous la Russie. On serait très étonnés, beaucoup de gens nous diraient Poutine, dictature. Et quand on arrive à Moscou, c'est tout à fait autre chose. En fait, c'est un autre monde que celui qu'on nous dit. Alors, j'ai pas la prétention de dire que je connais la Russie. Je suis parti une quinzaine de jours en septembre. Mais en tout cas, ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'on nous dit. Et déjà, se balader sur la place rouge, dans les rues de Moscou, c'est un peu un électrochoc par rapport au contraste, je dis, nouveau au gouffre entre le narratif des médias occidentaux et ce qu'on vit là-bas et ce qu'on voit là-bas. Oui. Vous avez fait, dans votre reportage, on peut le voir aussi, vous avez fait la rencontre d'un soldat américain qui, lui, alors il a fait un choix très particulier. Il a décidé de se battre du côté russe. On va passer, je crois qu'on a l'extrait, on va le passer, vous allez pouvoir nous en parler. So what made you want to join?
I believe NATO is on the wrong side of history. NATO, in the past, has tried to. This is simple states they don't agree with, essentially. Libya, Iraq, Yugoslavia. You can try to look at history from a certain perspective. Russia wants to protect people that are Russian ethnically. They speak the Russian language in Ukraine, and they feel oppressed. They're getting killed. What would you want Americans to know about this conflict and what you're doing here? You don't have to pick one side just because the establishment picks it. You don't have to say, I support Ukraine just because they've been invaded, because there's a lot of context to the history. It's not black and white. I suggest you actually go try to learn what the Russian people are saying. Ça, c'est quand même incroyable. Hein. Ça va faire du bruit. Hein, ouais, c'est un jeune, il a 23 ans et donc il décide. Il faut savoir qu'il dit à ses parents qu'il est en voyage touristique pendant 1 an. Hein. Et donc personne n'est au courant qu'il est en train de se battre. J'espère, je souhaite qu'ils soient encore vivants. Et donc là, on est près de Nijni Novgorod, on est donc en Russie. Et donc il a décidé de rejoindre les forces ukrainiennes, je précise bien ukrainiennes, je veux dire russes, qui se battent pour la libération du Donbass. Et c'est ça qui est très compliqué dans cette question identitaire, parce que des gens me disaient, mais dans le Donbass, ils se considèrent comment? Alors, il faut imaginer, on est dans un pays, à l'est d'un pays, et tout d'un coup, notre propre gouvernement nous bombarde. On se dit, on considère qu'on a l'identité du pays, donc la plupart, il y a des soldats qui m'ont dit, moi je me sens ukrainien. Mais ils sont à la fois, et ça on n'arrive pas à comprendre, surtout quand on est français ou belge, ils se disaient à la fois ukrainiens avec, en même temps, russe, oui. ils étaient russophones et russophiles. Mais une fois qu'ils ont été bombardés par le gouvernement de Kiev, évidemment qu'ils se sont rapprochés de leur sauveur, ce qui a tout son sens. Et donc, mais ils se sentent ukrainiens, et certains m'ont dit, je me bats contre l'impérialisme occidental, au fait. Je suis ukrainien, du Donbass, russophone, russophile, mais je me bats pour une Ukraine libérée de Zelensky, libérée de l'Occident, libérée des États-Unis. Voilà, et cet Américain qui parle a très bien compris. Toutes les guerres sont les mêmes. C'est toujours l'OTAN, je veux dire plus ou moins les mêmes, c'est toujours l'OTAN qui s'immisce dans les relations internationales pour ses intérêts propres, pour les matières premières. Voilà, ça a toujours été la même chose. Et on est dans une guerre froide 4.0 qui se renouvelle et qui résonne. Je pense qu'il faut toujours dire que la guerre, c'est à la fois des subsides déguisés de nos gouvernements à des industries, au complexe militaro-industriel, dont parlait déjà Eisenhower dans les années 60, hein, lors de son discours de fin de mandat. Mais c'est aussi une manière de traire les Français. C'est le cas de le dire avec ce qui se passe avec vos paysans, là où ils sont en train de massacrer les cheptels. Donc, ils vont traire les Français pour à la fois divertir l'opinion et la focaliser sur un ennemi faux. C'est faux, évidemment. Hein. Les Russes n'ont aucune intention de nous envahir et ne nous veulent pas du mal. Alors attendez, à ce sujet, Alexandre Pénas, c'est important. On a entendu récemment Vladimir Poutine rappeler qu'il ne souhaitait pas envahir l'Europe. Il dit, je l'ai répété plusieurs fois, je ne souhaite pas, mais si les Occidentaux viennent, eh bien, nous répondrons. Et ça a été interprété et compris de façon complètement différente, à dessein évidemment, par différents médias et par nos... On va écouter cet extrait-là, justement, Alexandre Pénas. Nous ne prévoyons pas de combattre l'Europe. Je l'ai déjà dit 100 fois. Mais si l'Europe décide soudainement de nous faire la guerre, et la commence, nous sommes prêts dès maintenant. Il n'y a aucun doute. Dans les propos, il y a un peu tout et son contraire. C'est-à-dire qu'en gros, ils disent c'est l'Europe qui veut nous faire la guerre, mais s'ils viennent, on sera prêts. C'est ça aussi que j'aimerais comprendre. Oui, c'est toujours l'inversion accusatoire. Enfin, c'est toujours la même chose. Vous allez faire quelque chose où vous l'avez déjà fait et vous accusez l'autre de vouloir le faire. Non, mais en fait, ils ne comprennent pas le français non plus, parce que là, le traducteur traduit bien. C'est ça, moi, j'en peux plus de ces déchets journalistiques qui sont, comme disait Orwell, des gramophones, qui répètent ce que le pouvoir politique leur dit. C'est des criminels, parce qu'ils nous posent la guerre. Alors, ce que dit Poutine, il l'avait dit déjà dans Conversation avec Poutine d'Oliver Stone. Hein. Il faut absolument voir ce reportage qui dure plus de 4 heures, où on rencontre quand même un président, quoi qu'on pense de lui,
qui a une hauteur intellectuelle et une capacité de répondre à des questions aussi dérangeantes que n'ont aucun de nos dirigeants. Quoi. Quand on voit... et une vision sur le temps long aussi. Hein. Une vision sur le temps long, évidemment. Alors, évidemment, on lui reproche d'avoir fait plusieurs mandats, mais ici, de toute façon, c'est la même chose. C'est entre père et fils, ils se reproduisent, ils font de la politique depuis 30 ans. Oui, puis regardez Angela Merkel, elle a cumulé quelques... Oui, c'est ça. Ouais. Et puis en fait, tous continuent aussi. Mais il y a une vision sur le long terme, et je pense que Poutine n'est pas du tout belliciste. Et ce qu'il dit, il a raison de dire ça, évidemment. Il dit, d'abord, ils n'ont pas les capacités militaires d'envahir toute l'Europe. Ils ont déjà du mal à tenir leurs frontières en Russie. Mais évidemment, il prévient, si vous nous attaquez, et là on est plus dans la riposte nucléaire, hein, si vous nous attaquez, on répondra. Est-ce que c'est pas une logique? Il faut quand même se souvenir de la crise des missiles à Cuba. Hein. C'était juste inversé. Et là, les États-Unis étaient prêts à lâcher la bombe nucléaire. Donc on est toujours dans une accusation. Ils répètent sans cesse le même mantra, les journalistes. Les Russes... elles sont méchants, ils vont nous attaquer, mais voilà, c'est pas du tout ce qu'on voit là-bas. On voit surtout un peuple résistant. Dans le Donbass, c'est incroyable en Ukraine. Là, je reviens sur l'Ukraine. On a un peuple résistant, bombardé depuis maintenant plus de 10 ans, 11 ans, avec, quand j'étais à Gorlovka, des maisons complètement détruites, avec des centaines de personnes mortes, en allant à l'école, en attendant le bus, des enfants qui ont été tués. Voilà, c'est la réalité. Les gens, de toute façon. Et pardon, juste Alexandre Pénas, quand vous dites les bâtiments détruits et bombardés, c'est pas les bâtiments détruits et bombardés par la Russie, parce que non. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, il y a eu des sièges, et donc la Russie a aussi riposté. Mais les drones qui tirent sur le Donbass, c'est la hantise, hein, vraiment des militaires, des civils là-bas. C'est plus, je veux dire, c'est pas les drones russes. Dire cet immeuble où cette personne sort, cet habitant sort, qui était touché, frappé par un missile Heimer, c'est pas un missile russe. Alors évidemment, je me fais pas d'illusions. Il y a de la propagande dans chacun des camps. Hein. Je dis pas que les Russes sont parfaits. Ils ont envie de donner une image de. On a aussi envie de donner une image de soi positive. Mais quand on rencontre des gens, quand ils nous expliquent ce qu'ils vivent, et de toute façon, je ne suis pas le premier, hein, alors Bonnel y était plusieurs fois, elle a parlé de génocide. Je rappelle qu'Amnesty International, à l'époque, quand il pouvait encore un tout petit peu parler, avait dit au moins 15-20 000 morts, et un rapport de l'ONU aussi le montre, depuis 2014, les morts dues au gouvernement de Kiev. Donc voilà, si la Russie était le grand méchant, la grande méchante, je le dirais. J'ai pas d'intérêt. Et on n'a pas d'intérêt, que ce soit les autres journalistes comme Christelle Léand, Laurent Braillard, Anne-Laure Bonnel ou moi, on n'a pas d'intérêt à défendre le Donbass ou la Russie. On cherche la vérité, tout simplement. Oui. Mais la vérité n'a plus lieu d'être dans nos sociétés. On est arrivé à un point où, même quand on montre les faits, les gens détournent l'attention ou nous disent que A et B, en fin de compte. On est vraiment dans une ère de post-vérité dramatique. Je voudrais aussi dire, Clémence, qu'il y a quand même quelque chose qui est intéressant en Russie, c'est que la cancel culture par rapport donc la destruction de toute référence à l'Ukraine n'existe pas. Il y a encore une chaîne de resto qui s'appelle Ukrainia. Il y a des stations de métro où il y a des fresques, on les a pas, des fresques qui rappellent la vie en Ukraine, une station qui s'appelle Kiev, une station de train aussi qui s'appelle Kiev. Il y a des références à l'Ukraine partout. Par contre, je voudrais dire aux auditeurs qu'en Ukraine de l'Ouest et centrale, on a détruit des millions de livres. Oui. On a fait un véritable autodafé. Oui, on a changé le nom des ponts, des villes, des rues. Tout à fait. Et certains qu'on a remplacés par le fasciste, le nazi Bandera, Stepan Bandera. Et donc, on a gommé toute référence à l'Ukraine. Oui. Toute référence à la Russie. Mais pourquoi ? Pourquoi on censure aussi celui qui a un autre discours ? Pourquoi on empêche Toksan de parler ? Pourquoi on empêche Kéros de parler ? Pourquoi on nous muselle ? S'ils sont tellement amoureux de la liberté d'expression. Parce qu'ils ne sont pas là pour informer. Les médias sont un outil de propagande, et quand certains disent qu'ils font mal leur boulot, non, ils le font très bien en fait. Ce sont des outils de relations publiques comme Édouard Bernays en parlait au début du XXe siècle, qui a d'ailleurs poussé à la Première Guerre mondiale un peuple américain qui ne le voulait pas. Voilà. Et on est dans la même chose alors que le peuple français, belge et les autres sont en train de crever sous les taxes.
Oui. Ici, le gouvernement belge vient de prendre de nouveau des taxes indirectes comme la TVA, avec d'ailleurs un euro qui vaut de moins en moins et un pouvoir d'achat qui est complètement réduit. Hein. Je viens d'interviewer Jovanovic qui l'a bien expliqué par rapport à la crise de 2008, où c'est complètement un coup d'État mondial, la crise de 2008, où ils nous ont tout volé et où maintenant on nous demande de travailler jusqu'à 65, je crois, en France, 67 en Belgique. C'est un véritable scandale et on désespère un peu que les gens se réveillent pour faire une lutte verticale plutôt que se battre comme ça contre un peuple russe dont on a énormément à apprendre. C'est d'une richesse inouïe, leur culture. Oui. C'est fantastique. Et moi, je ne rêve que de retourner en Russie, leur montrer le documentaire qui j'espère, sera terminé fin janvier, et revoir les Russes qui ont énormément, je le répète, énormément à nous apprendre, avec leurs défauts, avec leurs qualités. Et Alexandre Pénas, dernière question. Vous avez eu des difficultés, peut-être en revenant dans votre pays après ce reportage. Est-ce que vous avez eu des critiques particulières, des difficultés particulières suite à ce reportage? Non, non, à ma connaissance, non. Bon, la sûreté de l'État m'a à l'œil depuis longtemps, donc oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand je quitte le territoire de l'Union européenne, je suis systématiquement, ça sonne quoi. Normalement, tu passes, tu montes ton visa et là normalement on passe. Et systématiquement, je suis mis de côté. Je suis mis de côté pour un contrôle spécial. Un contrôle spécial par un agent des douanes. Donc je suis fiché au fait. Et j'étais à la police. Ils m'ont dit va à la police pour savoir pourquoi. Et personne ne sait pourquoi je suis fiché. Donc c'est clair que maintenant, ayant été en Russie, donc quand je reviens de nouveau, là vous êtes encore plus fiché là. Il me faut un contrôle spécial. Mais non, ce qui m'a étonné, c'est la réaction des gens qui pensent que ça va. Il y avait pas quand tu faisais tes interviews, il y a des gens derrière toi qui écoutaient ce que tu disais. Mais non, en fait, c'est vrai. Ils nous ont amenés. C'était organisé, c'était un press tour, mais non, je pouvais poser toutes les questions que je voulais. Quand j'ai rencontré le président de la République populaire de Donetsk, Denis Pouchiline, je pouvais lui poser toutes les questions que je voulais. Il n'y avait pas de censure. Et je mets en défi les gouvernements belges ou français d'inviter des Russes et de leur permettre comme ça de faire un tour. Hein, on va aller poser la question à Ursula von der Leyen. Hein. Je rappelle que RT a été fermée et qu'elle a été fermée notamment après une question posée par la rédactrice en chef de RT à Emmanuel Macron. Donc vous voyez. Ouais, c'est tout à fait ça. Ouais. Si on fait la comparaison. Et si vous suivez l'actu, hein, donc je vois hier un nouvel emprunt européen. Donc il se demande comment financer l'Ukraine 2026-2027 et on voit Ursula von der Leyen. Et il y a un nouveau emprunt européen commun. Et ils pensent dans un emprunt européen ou bien d'aller dégeler les avoirs russes immobilisés ici, surtout en Belgique, hein, chez Euroclear, qui est bien connu pour les fonds libyens que Renders il a piqué dans la caisse, hein, Didier Renders, qui n'est toujours pas en prison. Hein. Et cette ordure de Sarkozy, hein, qui devrait être derrière les barreaux pendant 30 ans, qui a fait 21 jours, puis qui écrit un livre qui va encore se vendre à des centaines de milliers d'exemplaires, il va encore se faire de l'argent là-dessus. Donc on est, Clémence, dans un grand spectacle, dans un immense spectacle dont il faut sortir. Et il faut casser le spectacle. C'est notre but à tous, quoi.